juste aujourd'hui, là, tout le monde est très sensible par rapport à non, I don't even want to upset you. Tu sais, je veux pas que tu te dises une affaire que c'est pas qu'est-ce que tu veux entendre. Puis ça, c'est très dangereux. En fait, j'amène ça un peu plus loin. Si on regarde tout ce qui est médias sociaux aujourd'hui, là, tout, là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au lieu que les gens prennent le temps de rechercher qu'est-ce qui pourrait être potentiellement vrai, ils se développent une opinion avant, puis ils recherchent les informations pour valider leur opinion. Leur opinion. L'intro, donc vas-y. Écoute, ben, tu sais, c'est bizarre parce que moi, je fais jamais mes intros comme toutes les autres personnes qui font des podcasts, là, tu comprends? Tu te lances. Ouais, je me lance direct, puis en plus, les gars, des fois, ils m'enregistrent, puis je le sais même pas, fait que ça part, puis on fait le podcast. Mais, tu sais, moi, je le dis souvent à mes invités pour qu'ils puissent comprendre un peu le contexte. J'ai décidé de partir ce podcast-là. L'idée que j'avais dans ma tête au début, c'était de le faire pour les jeunes. Puis pour les faire pour les jeunes de ma communauté. Vraiment pour les éduquer, pour les... Tu sais, écoute, là, wake up, là. Ouais. Tu comprends? Puis là, après ça, je me suis dit, mais c'est intéressant de voir la médaille de l'autre côté des autres aussi. Puis si je peux aider les jeunes, les motiver dans le domaine de l'entrepreneuriat, comment bien gérer leur business, c'est quoi être entrepreneur? Parce que on pense souvent que moi, en tant que courtier immobilier, oui, c'est vrai, je fais de l'argent, je mentirais pas, mais c'est pas si simple, c'est pas si facile. Il y a un style de vie que tu dois avoir, il y a des sacrifices que tu dois faire pour pouvoir être la personne que tu es aujourd'hui. Et c'est dans ce but-là, je me suis dit, je vais appeler Ryan parce que, oui, t'es courtier hypothécaire, mais je t'ai pas appelé nécessairement parce que t'es courtier hypothécaire. Je t'ai appelé parce que j'ai écouté plusieurs contenus de toi et ce que j'ai aimé, et c'est juste cette partie-là, là. On est dans politiquement incorrect. Écoute, moi je dis la vérité, là. Ben non, mais c'est bien. Lance-moi ça. Là. Ce qui m'a fait, ou ce que j'ai fait, OK, wow, ce gars-là, il est intéressant. C'est qu'à un moment donné, j'écoute une vidéo, puis tu dis, tu vas beaucoup plus loin que l'hypothèque. Beaucoup plus loin que quand le client vient te voir, il veut une hypothèque ou il veut savoir le taux. C'est même pas tant ça qui t'intéresse. Non, pas du tout. C'est... Qu'est-ce que tu veux faire après? C'est quoi tes projets? On va aller beaucoup plus loin de ça parce que, en fait, le client, ben, ton but, c'est de l'éduquer et de le cheminer. Oui, exactement. Tu sais, c'est la façon que je vois ça, que ce soit en finance, en affaires, c'est que tout le monde a un véhicule. Et puis, ça dépend quel genre d'essence que tu mets dans le véhicule. Donc l'hypothèque, c'est un type d'essence que tu peux mettre dans un véhicule, mais il y a plein de types d'essence que tu pourrais mettre. Que ce soit en immobilier, que ce soit aller chercher une hypothèque, un REER, investir dans une compagnie, investir dans un REIT, un Real Estate Investment Fund, n'importe quoi que tu fais dans ta vie, mais c'est de l'essence que tu mets dans ton véhicule qui va le propulser où est-ce que tu veux aller. Donc j'approche chaque client, que ce soit un client, un ami, une conférence que je donne, c'est vraiment une question de qu'est-ce que je veux donner comme essence aujourd'hui, comment je veux fueler ça aujourd'hui pour amener ça à un autre niveau ou selon les gens qui sont en avant de moi, là, qu'est-ce que je veux mettre dans le véhicule aujourd'hui. Là. Mais c'est un peu la façon que je le vois. Mais tu sais, t'aurais pu faire comme tous les courtiers hypothécaires font, juste de dire, ben OK, qu'est-ce que tu veux? Tu veux acheter une maison, tu veux acheter un condo. OK, voici ce que je peux te donner. That's it, on s'en reparle pas. Je ferai peut-être un suivi avec toi dans 5 ans quand je vais savoir que c'est ton renouvellement. Tu comprends? Mais toi, tu t'es pas arrêté à ça. Puis t'aurais pu, c'est pas que je veux critiquer les autres courtiers hypothécaires, ça n'a rien à voir parce qu'il y en a beaucoup qui réussissent. Mais t'aurais pu te contenter de faire ça et réussir quand même, là. On s'entend. Oui, c'est sûr que je fais quand même ça. Là. Il y a quand même un aspect de choses que tu dois collecter, d'informations que tu dois prendre de base. Là. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi les taux qui existent? Que je peux pas inventer des produits qui n'existent pas. Là. On s'entend, je suis pas une banque. Mais oui, effectivement... Tu sais, quand les gens viennent te voir, ils peuvent voir n'importe qui. Ils peuvent voir moi, ils peuvent venir voir ma compagnie qui est Groupe RLH aujourd'hui. Ils peuvent aller voir Nesto, ils peuvent aller voir Hypothéca, ils peuvent aller voir plein de courtiers, plein de cabinets. Mais pourquoi un client choisit un courtier versus un autre? T'sais, souvent, les clients ne le savent même pas. Ils vont souvent dire « Ah, c'est à cause du taux d'intérêt ou c'est à cause du produit ou des conseils. » Mais la réalité, je pense, vraiment, la raison pourquoi les clients choisissent quelqu'un ou une compagnie, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir un peu... C'est un peu de la même manière qu'ils votent.
Ouais. Donc, dans une élection, là, puis on vient juste de traverser une élection qui était hyper... on rentrera pas là-dedans. Non, sans commentaire. Voilà. Mais tu sais, est-ce que vraiment tout le monde prend le temps de lire toutes les plateformes, de comprendre les nuances de ce qui est promis, puis de vraiment prendre un vote informé sur tous les détails? Je dirais que peut-être oui, il y en a certains, mais la plupart, non. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils écoutent, puis ils votent sur comment ils se sentent. Donc, l'expérience qu'on veut livrer, c'est une expérience que les clients, ça génère un genre de feeling, là, puis ce feeling-là, c'est ça qui fait que le client est attiré, c'est ça qui fait que ta business est intéressant. Souvent, les gens vont acheter du Apple, pas nécessairement parce qu'ils aiment Apple, mais qu'ils aiment le produit, mais ils aiment... Le produit est bon, mais ils aiment qu'est-ce que Apple représente ou ils aiment qu'est-ce que Tesla représente. Donc, c'est vraiment une nuance très, très fin. Mais si tu comprends le feeling que tu peux générer lorsque tu livres n'importe quoi que tu veux livrer, que ce soit en finance, que ce soit en immobilier, courtier immobilier, courtier hypothécaire, quelqu'un qui est un chauffeur de taxi, mais c'est l'expérience et le feeling que cette expérience génère que le client achète. Donc, ou qui adhère. Donc, on essaie de toujours garder ça en tête lorsqu'on donne un service, on donne des conseils, on aide les clients. Puis lorsqu'on, tu sais, quand tu parlais des jeunes tantôt, effectivement, tu sais, c'est les jeunes, là, c'est du TikTok, c'est 30 secondes. Donc, en 30 secondes ou en 15 secondes, tu dois vraiment générer un feeling pour qu'ils like ça, ils te suivent. Exact. Puis qu'ils vont prendre quelque chose de ça puis apprendre. So, tu sais, you have 15 seconds to create a feeling, go. Puis si le feeling est bon, mais à ce moment-là, ils peuvent absorber qu'est-ce que tu as à offrir. Mais, tu sais, deux personnes peuvent dire la même chose dans une conversation. Tu peux mettre quelqu'un qui est excellent ici à côté de moi, mais qui est plate ou qui est monotone ou qui n'a pas les manières que le client va nécessairement aimer ou la façon qu'il bouge, même moi, la façon que je communique. Puis ça va faire que le feeling n'est pas bon, donc le client va choisir quelque chose d'autre. Puis ça n'a rien à voir avec l'information. Donc, il faut que tu combines tout ce qui est conseil, information, être intègre là-dedans, authentique, mais aussi... c'est comme un bon film. Là. Le contenu doit être bon, mais aussi le spectacle. Donc, je comprends ce que tu veux dire. It sounds crazy, mais c'est non, c'est mais vraiment ça. Tu sais, comme je te dis, moi, je suis quand même quelqu'un de hyper honnête. Là, je pense que le peu de temps que tu me connais, tu le vois déjà un peu. Parfait. Puis moi, ce que je me suis rendu compte étant courtier immobilier, c'est que j'ai fait le choix consciemment de dire qu'il y a des types de courtiers hypothécaires avec qui je veux faire affaire, puis qu'il y en a d'autres, ça m'intéresse pas. Pour la simple bonne raison que moi, je suis quelqu'un de hyper direct, que ce soit avec mes clients. Puis on dirait que j'aimerais que les gens, que ce soit les banquiers, les courtiers hypothécaires, soient aussi honnêtes comme ça avec leurs clients, de leur dire les vraies choses, de dire, écoute, Marsha, tu viens me voir pour une hypothèque, t'aimerais avoir un prêt. Pour le moment, c'est pas possible. D'accord? Parce qu'à cause de ta situation financière, etc. Mais t'as-tu pensé à telle alternative? T'as-tu pensé peut-être, je sais pas moi, acheter avec quelqu'un d'autre? T'as-tu pensé, au lieu de, pour le moment, t'as peur de gaspiller ta mise de fonds, mais tu peux pas acheter maintenant, ben peut-être tu pourrais la placer pendant ce temps-là. C'est ça, des fois, que je trouve dans l'industrie, autant courtier immobilier que courtier hypothécaire. On veut flatter les gens, on veut se faire aimer, on veut... Puis tu sais, je le comprends, là, on va aller chercher de la business, c'est notre gagne-pain. Mais moi, je trouve que être courtier immobilier, être courtier hypothécaire, ça va au-delà de ça. Effectivement, tu sais, c'est sûr que tous les êtres humains veulent se faire aimer. Là. On s'entend, on est né pour se faire aimer. Tout le monde ne veut pas dire les choses qui vont peut-être blesser. Mais pas nécessairement blesser ou juste blesser. C'est sûr pourquoi qu'on dirait des choses qui vont blesser. Là. Blesser, on ne veut pas dire c'est des choses comme ça. Mais juste aujourd'hui, là, tout le monde est très sensible par rapport à non, I don't even want to upset you. Tu sais, je veux pas que tu dises une affaire que c'est pas qu'est-ce que tu veux entendre. Puis ça, c'est très dangereux. En fait, j'amène ça un peu plus loin. Si on regarde tout ce qui est médias sociaux aujourd'hui, là, tout, là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au lieu que les gens prennent le temps de rechercher qu'est-ce qui pourrait être potentiellement vrai, ils se développent une opinion avant, puis ils recherchent les informations pour valider leur opinion. Donc, et souvent, on rencontre que les clients recherchent, au départ au moins, quelqu'un qui va simplement leur donner qu'est-ce qu'ils veulent et pas qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis on voit ça en politique qui nous a amené aujourd'hui à vivre qu'est-ce qu'on vit. C'est des promesses, oui, on va te donner ça, puis finalement c'est pas qu'est-ce qui est mieux, puis à long terme finalement les gens se plaignent, mais
ils se plaignent de quelque chose qu'ils ont accepté. Exact. C'est vrai. Donc, c'est la même chose pour nous, je pense, comme conseiller, que ce soit en finance ou en affaires, en hypothèque ou en immobilier. C'est d'avoir le courage de dire aux clients, tu sais quoi, ou à tes ambassadeurs, tu sais quoi, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça ici. Puis, je suis pas d'accord, c'est pas ça que j'ai entendu, c'est pas ça que j'ai lu, j'ai écouté. Moi, je vous dis que c'est ça. Puis si on n'a pas une relation de confiance ou en fait, je vais vous démontrer que pourquoi je crois ça ou pourquoi c'est comme ça. Puis à la fin de la journée, vous avez le choix de rester ou pas rester. Mais souvent, faire de la vente juste pour faire de la vente et essayer de voir comment dire la chose que le client veut entendre, je trouve que c'est probablement la pire chose dans un conseiller. Donc pour un client qui nous écoute ou un jeune, si vous allez voir quelqu'un, puis il est en train de vous dire toutes les bonnes choses et vous avez aucun inconfort, dans le sens que vous êtes juste comme « Oh my God, ça va super bien, oui. » je vous dirais qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui marche pas. Vous devriez être inconfortable. En fait, juste en général, pour grandir dans votre vie, là, vous devez être inconfortable au moins 1 ou 2 fois par jour. Là. Ouais, c'est vrai. Puis bizarre que les gens recherchent toujours le confort. On veut pas être brassé. Il y a personne qui veut être brassé. Hein? On veut être relax, on veut avoir une belle vie. Non, je veux pas de stress. Mais c'est ces moments-là qui te font avancer. C'est vrai. C'est les moments de challenge là, qui t'avancent dans la vie. Donc, je pense que, comme conseiller, comme tu disais, je suis d'accord, il faut avoir le courage de dire les vraies choses et d'accepter que des fois, oui, ça va pas faire l'unanimité. Puis, that's okay, it's just life. Est-ce que toi, tu pourrais dire que c'est peut-être à cause de ça que tu réussis bien, parce qu'on va pas se le cacher, là. Ça va bien pour toi, là. OK? C'est subjectif. C'est subjectif. C'est vrai, t'as raison. C'est subjectif. C'est vrai, t'as raison. Parce que c'est sûr que moi, je te connais pas personnellement. C'est ce que je vois sur les réseaux sociaux. Et si les réseaux sociaux ont cette foutue tendance-là de montrer, parce qu'en fait, les gens vont montrer ce qu'ils ont envie de te montrer. Effectivement, okay? oui. Donc, mais aujourd'hui, je te la pose, la question. Je veux dire, ça fait des années que t'es dans le courtage immobilier. Il y a peu de courtiers qui ne te connaissent pas. OK? Si vous le dites, moi, je sais pas. Okay. On va pas faire un léger, mais on va dire ça, OK? OK. Mettons qu'on dit, Ryan, ta business a l'air de bien aller. Selon toi, c'est dû à quoi? C'est une bonne question. C'est sûr que c'est une question que je me pose ou qu'on se pose à chaque jour avec l'exécutif de la business. Là, avant, j'étais seul. Maintenant, j'ai quand même grandi l'entreprise. Ben oui. T'es rendu à combien de courtiers, là? C'est compliqué, mais si on parle de ma franchise directe, parce que j'ai un cabinet Planiprêt dont je suis actionnaire, et puis après, il y a ma franchise qui, on va appeler ça une franchise, là, c'est pas le mot exact, là, équipe, franchise, division. OK, si on parle de ton équipe. Ouais, si on parle de l'équipe, exactement, on est maintenant 26 courtiers. Il y a des employés aussi là-dedans, du support staff. C'est pas rien, là, Ryan. Non, c'est bien, c'est bien. Écoute, j'ai commencé tout seul dans le sous-sol chez ma mère. Oh, wow! Et puis, il faut pas enregistrer ça. Mais non, mais c'est vrai. Tu sais, comme le imposter syndrome, là, que tu donnes des conseils à des gens, puis pendant que tu donnes des conseils, tu es littéralement dans ton sous-sol. Pendant que ta mère elle cuisine en haut, là, c'était un moment humble quand j'ai commencé, il y a maintenant presque 18 ans. Mais non, mais pourquoi? La question, c'est pourquoi qu'on a eu le succès qu'on a eu. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui ont contribué, mais d'être authentique, puis ce mot-là est flotté souvent, là, il dit souvent, là, mais vraiment, la vraie authenticité, c'est de ne pas avoir peur de brasser les gens, que ce soit des clients ou de tes partenaires d'affaires, d'être prêt à perdre, d'être prêt à prendre des risques. Et puis et de jamais oublier qu'est-ce qui fonctionne. Donc c'est quoi qui fonctionne? Ben pour moi, qu'est-ce qui fonctionne, c'est que une des choses que beaucoup font dans l'hypothèque que j'ai jamais fait, c'est de trier les clients. Trier des clients, ça veut dire que tu commences rapidement à parler à un client, puis tu vois que ce client-là va pas compléter une transaction immédiatement ou ne peut pas pour des raisons X, Y, Z. Nous, on va jamais le dire non. On va donner des conseils. On va dire, écoute, t'es pas capable. On va dire la vérité naturellement. Vous n'êtes pas capable d'acheter. Voici pourquoi.
Par contre, voici les pistes et les devoirs que vous devriez faire pour y arriver. Pour y arriver, ouais. Quelqu'un qui nous appelle avec un prêt de 75 000. Avec les normes d'aujourd'hui, c'est petit, ça. On va pas le refuser. Moi, je vais donner les mêmes conseils que tu as un prêt de 1,5 million, tu as un prêt de 75 000. La façon qu'on le voit, c'est les 6 degrés de séparation, que cette personne-là pourrait connaître quelqu'un d'autre éventuellement, qui va me référer à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vrai en business pour tous ceux qui se font dire en coaching, là, puis il y en a plein qui reçoivent ça comme coaching, essayer de choisir des clients, choisir le haut de gamme, choisir c'est n'importe quoi. Prenez tout le monde et aidez le plus de gens possible. Et en aidant le plus de gens possible, même si c'est pas pour l'hypothèque, il y a des gens qui nous appelaient pour dire, écoute, j'ai besoin de ça. Je dis, écoutez, vous n'avez pas besoin d'un courtier hypothécaire, mais je pense que si vous allez là ici pour voir ce conseiller financier-là, il va être capable de vous aider. D'être honnête pour dire aux gens, c'est pas le temps d'acheter. Ça arrive souvent. C'est une conversation que les gens devraient avoir avec leur conseiller. Souvent, je pose aux clients la question, pourquoi vous voulez acheter? Puis ils n'ont pas la réponse. Parce que on devrait être propriétaire de votre maison. Oui? Oui. Parce que je vous pose la question, est-ce que vous devriez être propriétaire de votre maison? Il y a une réponse, mais et pourquoi, selon vous? Puis il y a différents degrés de réponse là-dessus. Là. Mais l'idée, c'est que on doit avoir des conversations, je crois, dans l'immobilier, pour des conversations honnêtes. Pour voir, mais qu'est-ce qui est mieux pour vous? Puis si acheter, c'est pas mieux pour vous aujourd'hui, c'est correct, c'est mieux. Louer pour 1 an. Vous allez avoir des amis qui vont peut-être acheter, vous pouvez me les référer, mais je pense pour vous, c'est mieux de ne pas le faire. Puis oui, je ne vais pas faire de l'argent, on ne va pas rentabiliser cette relation-là immédiatement, mais à long terme, c'est très rentable parce que ça fait que les gens donnent des bons reviews, les gens donnent des bons commentaires. Puis l'idée, c'est que pour chaque personne que je parle ou que mon équipe, on a des discussions, on essaie de créer des ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est des gens qui vont parler de toi en bien. Ça va arriver qu'il va y avoir des gens qui vont dire des choses qui sont moins positives. C'est normal quand tu brasses. Mais si tu as beaucoup de gens qui parlent de toi en bien, c'est la meilleure façon de développer un marché. Et de comprendre que comme travailleur autonome, que ce soit courtier immobilier, courtier hypothécaire, conseiller financier, même en n'importe quel business, tout le monde tente d'être Amazon. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que tout le monde tente d'être immense et gros et construire un immense this beast of a monster qui va te rendre millionnaire. Ça marche simplement pas comme ça. L'idée, c'est de développer un marché le plus petit possible qui est viable. Le plus petit possible viable, ça veut dire que c'est le genre de Grateful Dead approach. Là. Grateful Dead, c'est un band là, de rock and roll, mais que, écoute, ils n'ont pas un gros following, mais ils ont un following tellement intense qui leur suit et engagé, qui ont fait leur carrière là-dessus. Pas besoin de vendre des milliards et des milliards ou des millions d'albums. Tu as juste besoin d'avoir un fan base ou un base de clients qui te supporte, qui t'aime et de dominer ce marché-là. Puis après ça, tu peux tenter de grossir. Mais c'est pas tout le monde qui va être le Taylor Swift là, tu sais, je dis Taylor Swift, mais tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui peut vendre des millions et des millions d'albums. Là. On s'entend que. Puis c'est pas tous les courtiers hypothécaires, les courtiers immobiliers qui vont devenir, tu sais, en courtier, je pense, de courtier immobilier, mettons le Bardagie de ce monde. Là, tout le monde va être Georges. Puis Georges, il fait un excellent travail, il a une bonne équipe. Mais tu peux avoir beaucoup de succès en visant simplement à dominer ton marché de façon viable et petit. Et après ça, quand tu domines un marché, you can use that as a foundation, comme une fondation pour to expand. Donc, stratégiquement, je pense que c'est la meilleure façon de développer une business. Mais en même temps, tu sais, je pense que c'est pas nécessairement la faute des gens qui veulent devenir entrepreneurs parce que c'est juste ça qu'on voit. Tu comprends? On voit les grosses équipes, on voit ça à la télé, on est comme, je veux être comme elle, je veux être comme lui. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais don't get caught by tu sais, c'est l'image, là. Tu sais, ces gens-là, ils ont fait des choses pour se rendre là. Puis il y en a qui ça a l'air qu'ils sont rendus là. Puis, tu sais, tout le monde a une équipe ces temps-ci. On s'entend, là. Si tu veux, on va parler des choses qui sont vraies en immobilier. Tous les courtiers immobiliers, équipe X, équipe Y. Puis quand je leur parle, mais ton équipe, c'est qui? Ben, c'est moi. Moi, t'as-tu une adjointe? Même pas. Donc, des fois, c'est équipe X, puis on n'a même pas une adjointe, c'est une personne. Il y a beaucoup d'images là-dedans. Puis c'est vrai en courtage hypothécaire, que ce soit en immobilier. So, tu sais, on est dans un monde de
tu sais, 15 secondes pour aller attirer de l'attention, que qu'est-ce que tu vois, c'est plus important que qu'est-ce qui est vraiment réel. Puis il faut tenter de traverser ça. Pas besoin de changer, mais de reconnaître que ça existe, puis c'est correct, mais d'engager les clients pour se poser les bonnes questions et la population pour qu'ils puissent commencer à comprendre que tu sais, tout ce que tu vois sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, selon l'âge démographique qu'on parle en ce moment, it's not real. Personne n'a une vie parfaite. Puis surtout pas moi. Puis, mais l'important, c'est de tenter de trouver des professionnels autour de toi qui vont te dire la vérité. Puis des fois, la vérité, là, c'est les choses que tu veux pas entendre. Non, absolument. Moi, mon équipe, là, je leur challenge à chaque jour de me dire les vraies choses. Puis si j'ai pas raison ou s'ils trouvent que j'ai pas raison, je leur encourage de me dire straight et direct, Ryan. Tu les mettras pas dehors. Qu'est-ce que tu dis non. Qu'est-ce que tu dis en ce moment est n'importe quoi. T'es complètement fou. Puis si t'as pas une équipe autour de toi qui te challenge pas de même, ben c'est juste des gens qui vont dire ben oui, mais puis là il y aura pas de croissance, il y aura pas de développement personnel. Il y a personne qui veut être en couple comme ça. Ben, en fait, qui veut juste avoir quelqu'un qui va leur dire oui. Tu veux quelqu'un qui va te challenge, que tu te réveilles le matin, vous avez des discussions intenses et respectueuses, mais que les deux, vous allez grandir ensemble. So, I think in business, it's the same thing. Mais là, bon, c'est sûr que Ryan, t'as cette conception des choses-là parce que t'as de l'expérience derrière la cravate, on s'entend. Oui, pas de cravate, mais oui. Mais dans les débuts, c'est tough. Dans les débuts, on veut faire de l'argent. Dans les débuts, on est prêt à prendre n'importe quel client, même quand il ne fit pas avec nos valeurs. Tu sais, c'est ça la réalité, là, tu comprends? C'est moi, ça fait 2 ans que je suis courtier. Puis, j'ai eu je peux pas dire non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que je dis souvent ça, j'ai eu la chance, mais j'ai un ami qui me dit, il y a pas de chance là-dedans, tu sais, il y a juste le travail. Mais je me dis que là, c'est maintenant que je suis capable de dire « Ah non, moi, ce client-là, je le prends pas. Je le veux pas. Non, oublie ça. Mais dans les débuts, Ryan, là, on n'a pas d'argent. On veut de la business. On veut réussir. On veut être le meilleur du secteur. Mais c'est ça, la réalité. Oui, t'as raison. Fait que, tu sais, je comprends ce que tu me dis, mais à chaque fois, quand j'entends ça, je me dis les gens vont quand même faire l'erreur. Parce que tu viens de commencer, t'as faim. Tu comprends? Tu veux faire de l'argent, tu veux réussir, puis c'est maintenant. Surtout ma génération, on veut réussir là. Ouais. Mais qu'est-ce que je dirais à ça? C'est que je pense que, tu sais, c'est pas la première fois que j'entends ça, puis c'est un peu comme en politique, là, soit t'es à droite ou soit t'es à gauche, puis c'est complètement faux. Il n'y a pas de droit et gauche, il y a juste des policy that works, tu sais, qui fonctionnent, puis qu'est-ce qui fonctionne possiblement pas. Donc, dire que, tu sais, au début, tu dois refuser, tu peux pas refuser les clients, tu peux les prendre. En fait, moi, je te dis que la réponse est pas refuser les clients. Moi, j'ai jamais refusé un client. C'est que j'essaie d'enrôler le client dans qu'est-ce que je suis en train de proposer. Donc, je suis en conversation d'enrôlement. Et ça se peut que le client embarque ou embarque pas. Et s'il choisit de ne pas embarquer, ben à ce moment-là, c'est son choix. Mais jamais je vais refuser un client. C'est le client qui va me refuser. OK, d'accord. Donc, on s'entend. Donc, il y a une nuance que de dire que, tu sais, moi, je suis pas d'accord avec toi, donc je te prendrai pas comme client. Écoute, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Voici qu'est-ce que je propose et voici comment on va le faire correctement selon moi et selon mes valeurs. Donc, et je t'invite à embarquer sur mon bateau, dans mon véhicule. Parce que je pense que je m'en vais dans la bonne direction. Et si tu es avec moi dans le véhicule, on va arriver à la bonne direction ensemble. Et si le client dit non, ben c'est son choix. Mais je te dirais que une conversation qui est enrôlante et une direction qui est motivante, donc si tu dis au client, viens avec moi, on s'en va là, il n'y a personne qui devrait dire non. Je comprends. Donc, si vous commencez, vous voyez que les clients n'embarquent pas avec vous, le problème, c'est pas le client. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est que qu'est-ce que tu étais en train de proposer, ta direction, ta vision, le feeling que tu étais en train de créer avec le client, ben, it's not powerful enough. Donc, ça veut dire que, tu sais, c'est pas de dire, OK, je vais faire qu'est-ce que tu veux finalement, c'est de dire, tu sais quoi, attends, donc peut-être c'est ma vision, qu'est-ce que je vais pouvoir, comment je peux me positionner, que je respecte mes valeurs et que la façon que je communique ça au client va faire qu'il va me choisir de façon authentique. Donc, c'est une autre manière de regarder ça. Puis, c'est de la pratique. Tu vas en perdre. Puis, il faut
t'as raison qu'il faut accepter d'en perdre, mais vous savez, c'est drôle. Aujourd'hui, là, on peut pas moi, je peux pas servir tous les clients. Là. On en refuse beaucoup. Parce qu'on n'est pas capable. Et puis, c'est drôle comment l'être humain... je vais utiliser un peu une expérience, mais de l'expérience quand j'avais, mettons, 18 et 24 ans. Tu sais, quand j'étais en couple, on va dire ça de même, quand j'étais en couple et je sortais, c'est drôle, il y a beaucoup de filles qui me parlaient et je me disais tout le temps, mais voyons. Et quand j'étais pas en couple et que je sortais, personne ne me parle. Ah, c'est... Donc, who was I? J'étais qui? Quand je sortais, quand j'étais single, quand j'étais célibataire, qui faisait que j'étais moins approchable ou probablement j'ai un vibe de I'm trying to hunt or something, I don't know. Puis c'était vraiment mauvais, là, it's probably terrible. Mais l'idée, c'est qu'il y a quelque chose que tu es, l'essence de être, qui fait que ça crée quelque chose, une réaction dans les clients qui font qu'ils te choisissent ou pas. Donc maintenant, aujourd'hui, en disant aux clients, écoute, je peux vraiment pas te servir, tu sais, j'aurais fait ça possiblement au début, on dit, OK, je m'en vais ailleurs. Et aujourd'hui, c'est comme, non, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est presque, tu sais, puis quelqu'un va dire, ouais, mais c'est parce que tu as une réputation. Et je te dirais non, parce que les clients, des fois, ils m'appellent, puis ils savent même pas je suis qui. Puis c'est bizarre, juste la manière d'être que, écoute, je veux juste pas. Et puis ça, mais pourquoi tu peux juste pas? Mais je peux juste pas vous prendre. On n'a juste pas la place et je peux pas livrer le service ni le résultat que je veux livrer si je vous prends. Mais je peux vous référer dans une autre équipe ou je vous référer dans une autre, dans un autre cabinet. Puis c'est drôle, ils se battent pour devenir clients. Donc je dirais, ma position là-dessus, c'est nuancé, c'est qu'il y a une façon d'être qui, même quand tu commences, qui fait que visuellement, tu dois visualiser où est-ce que tu veux être et être là déjà. Ouais. Puis là, tout le monde dit, OK, là, you know, the 7 secrets, quelque chose, là, t'as lu trop, tu sais, c'est Tony Robbins avec ses grosses mains, là. Mais c'est vrai. C'est vrai, c'est que c'est who you are. Donc, c'est ontological, c'est de l'ontologie, pas oncologie, parce que c'est du cancer, mais ontologie, c'est l'étude d'être. Ouais. Il y a des manières d'être qui fonctionnent et qui créent des résultats. Donc, tout ce que tu es, tu sais, quand tu es fâché, tu es fâché. C'est comme tu es dans l'être de fâché, comme it emanates from you, you're mad. Quand tu es motivé, tu es motivé. Donc, l'essence d'être crée beaucoup de réactions et beaucoup d'enrôlement envers tes collègues, tes clients. Des fois positifs, des fois négatifs. Donc, c'est de... Moi, je vais deep dans ces choses-là, mais ça fait une différence pour que tu sois jeune là, ou que tu sois plus vieux, puis tu n'as pas des résultats dans un certain secteur ou pas un résultat dans ta vie, dans n'importe quoi là, dans ta vie, là, je te dirais que si tu n'as pas les résultats que tu veux, la manière que tu es par rapport à qu'est-ce que tu recherches d'obtenir, c'est ça le problème. So, en anglais, on dit toujours, like, who are you at that moment? Who are you at that moment that's creating whatever you are, that's yielding that result? Et puis souvent, la réponse est là. Puis les gens vont découvrir des choses que, OK, je suis souvent comme ça. Moi, je filme mes entrevues avec mes clients, là, pas pour... ils savent là, quand je le filme, donc c'est pas comme caché. Mais puis on fait du coaching là-dessus après, là, un peu comme tu joues au hockey, là, comme du vidéo watching. Là. Puis de voir les choses que tu dis ou que tu es, tes mouvements parce que là, c'est tout virtuel souvent maintenant à cause de la pandémie. C'est drôle que les mots et le langage que tu vas utiliser, la façon que tu bouges, la façon que tu communiques, crée des réactions de l'autre bord. Ouais. Et vice-versa. Ouais. Et souvent, les gens, durant toute la rencontre, réalisent pas la dynamique qui est en train de se créer, simplement parce que c'est ça qui est en train de se passer. Et à la fin, je peux littéralement te dire c'est ça qui va être le résultat. Wow. Et c'est ça qui était... Parce que la façon que les gens étaient, soit fonctionnaient ou fonctionnaient pas. Donc, c'est de travailler sur vraiment qui tu es en général qui va faire la différence. Mais je fais comment pour travailler sur qui je suis, Ryan? Je vais aller voir un psy, je lis des livres. All the above. Ryan, come on. Mais non, mais c'est vrai. C'est que, tu sais, si tu es un pâtissier et tu vas faire le meilleur gâteau au monde, je te pose la question, comment tu vas faire le meilleur gâteau au monde?
Ben, là... You're gonna bake some fucking cakes. Là. Donc, on va saquer, mais c'est ça. Ouais, je comprends. Beaucoup de cakes. Et over and over jusqu'à temps que non, ça goûte pas bon. Non, ça goûte pas bon. Ouais, ça goûte mieux. Non, ça goûte pas bon. Ouais. Donc, c'est la même chose en affaires. Comment tu travailles sur toi-même, comment tu travailles sur ton être, ben, quand t'as pas le résultat, ben, il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. Donc, examine. Combien de fois que les gens prennent le temps d'examiner their failures, failures en français, c'est voilà, failures, on va dire ça de même. Combien de fois que les gens prennent le temps d'examiner comme ça n'a pas marché ici, pourquoi? Et d'être honnête avec eux-mêmes. Ben, c'est ça, j'allais dire, parce qu'il y en a beaucoup que c'est toujours, ils sont des victimes. Hein? Ben ouais, c'est ça. C'est pas ma faute. C'est tout, c'est ça. C'est pas ma faute, c'est le client, c'est son chien, c'est le bébé qui pleurait. J'avais pas mangé ce matin, je suis fatigué. Il y a toujours des raisons pourquoi que tu vas pas réussir. Puis la liste est longue, là. Donc, on peut s'acharner sur les raisons pourquoi que ta business marche pas, pourquoi que ta relation marche pas, pourquoi que ton enfant t'écoute pas. Choisis le sujet. Des raisons, là, il y en a plein. So what? Les raisons, là, vas-tu changer la situation? Non. Et puis, toi, t'as pas de contrôle sur... Moi, j'ai pas de contrôle sur Martha. J'ai pas de contrôle sur mes employés. Peut-être un peu d'autorité, mais encore là, j'ai pas de contrôle sur mes courtiers. J'ai certainement aucun contrôle sur ma femme. Donc, et ça, c'est normal. En plus, c'est pas mal... on est dans une relation matriarcale, probablement. Là. C'est moi qui... Mais le point, c'est que la seule chose que tu peux vraiment contrôler, c'est toi. So, work on yourself, puis essaye des choses. Ouais, mais je peux pas essayer ça. Ça se peut pas, Ryan. Ah, ben, si tu te cloues si tu mets des clous dans tes pieds, là, par défaut, dire, moi, je peux pas faire ça, ou je vais pas essayer ça, ou je ne peux pas faire ça, ben tu travailles toujours avec des obstacles. Donc, tu n'es jamais complètement libre de développer un marché ou de te développer comme tu veux. Donc, l'idée, c'est stop shooting yourself in the foot with nails, man. Commence par être ouvert à tenter tout pour avoir le résultat, tout en respectant, attention quand je dis tout, là, tout en respectant tes valeurs là, générales, là, comme legally and respectfully. Non, je comprends. Cours pas tout nu dans la rue là, pour avoir de l'attention pour devenir courtier immobilier. Là. C'est pas qu'est-ce que je suis en train de dire. Là. On va voir des gens qui vont dire, Brian, là, m'a dit de faire tout. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça, là. Mais là, tantôt, t'as dit un point. T'as dit, je refuse des clients parce que je ne suis pas en mesure de répondre à la demande. Ouais. Ben, la question que j'ai envie de te dire, Ryan, pourquoi t'embauches pas plus de courtiers hypothécaires? Pourquoi, au lieu d'en avoir 20, on courtille pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est une excellente question. Tu sais, on a toujours le pire, c'est que quand je t'entendais dire ça, j'étais comme, j'aimerais tellement ça le jour où je suis comme, carrément, je refuse des clients, là. Parce qu'on aimerait tout avoir ce luxe-là quand même, veut ou veut pas, parce que c'est un gros problème pareil, là. Ben, je pense que c'est quelque chose que plusieurs compagnies devraient tenter de... Tu sais, je pourrais aussi prendre tout le monde, puis il y a des compagnies que, tu sais, combien de fois que t'embauches un contracteur puis il arrive pas à l'heure puis il livre pas la marchandise à temps. Combien de fois que t'as embauché un plombier puis ça n'a pas marché ou tu sais, insère professionnel dans ma phrase et que ça marche pas et souvent écoute, les raisons que tu entends, c'est que je suis trop occupé ou que X est arrivé ou que j'avais un autre job ailleurs. Et puis, ça crée une réputation pour cette firme-là qu'elles ne sont pas fiables. Donc, le choix, c'est de prendre... Je pense que plusieurs compagnies devraient avoir une discussion authentique pour dire « je ne peux pas servir tout le monde ». Puis dans un marché de profit, more, il faut commencer à re-questionner est-ce que plus, c'est toujours une bonne chose. Donc, ça, c'est à la base. Maintenant, effectivement, c'est une bonne chose de vouloir embaucher, puis je suis toujours ouvert à embaucher, mais c'est une question de trouver les bonnes personnes, de les former, de les enseigner et que ces personnes-là embarquent dans la culture qu'on veut créer. Puis combien d'entreprises qu'on entend parler qu'on a une crise de culture ou tu sais, l'entreprise a perdu son esprit. C'est souvent à cause que la croissance ou la décroissance est venue trop rapidement. Ils ont fait des erreurs de parcours. Donc, je garde ça toujours en tête au moment que quand on fait rentrer des nouveaux courtiers. On en fait rentrer, mais au lieu d'en faire rentrer 10, 15, 20, 30 par année que je pourrais, c'est 1 ou 2. Wow! Puis il y en a qui appellent
tous les semaines. Puis on leur dit, écoutez, c'est pas, on recherche pas actuellement. C'est très contradictoire du courtage immobilier et du courtage hypothécaire en général parce que tout le monde est toujours en train d'essayer d'aller recruter le plus possible. Et même les appels que je reçois, un courtier va m'appeler, va dire, OK, mais pourquoi je me joindrais à ton organisation? et moi, je leur dis humblement et respectueusement, mais en fait, c'est pas la question. La question, c'est pourquoi je te prendrais? Puis c'est correct. Puis en fait, c'est les deux, si on veut être réaliste. Comme pourquoi je te prendrais et pourquoi tu te joindrais? Parce qu'on s'entend que tu veux aussi choisir ton employeur et être engagé envers cette culture. Mais moi, je veux aussi choisir mon courtier, mon employé, pour que cette personne-là rentre dans la culture, selon moi, aussi. Donc, it's a give and take. Mais donc, la raison, c'est, écoute, on n'est pas contre. C'est juste que trouver les bonnes personnes, les former. Il y a une pénurie de main-d'œuvre en ce moment qui est courant. Puis, tu sais, on essaie d'embaucher les jeunes souvent. Puis les jeunes, en ce moment, ont... comment le dire? Puis là, c'est général. Il ne faut pas faire des statements généraux parce qu'il y a des exceptions partout, mais mon expérience, c'est une anecdote, ça ne veut pas dire que c'est la réalité, c'est que... puis c'est correct, les jeunes veulent avoir un style, une vie personnelle. C'est ma vie qui est plus important. Puis ils semblent regarder le travail comme s'il y a ma vie, puis il y a mon travail. Puis ils voient ça pas ensemble. Donc, c'est comme moi, pourquoi moi, je vais pas sacrifier des heures additionnelles. Moi, quand j'ai besoin d'un break, je vais prendre un break. Puis si je rentre pas, j'ai besoin du temps personnel, puis ça devrait être correct pour toi, sinon je viendrai pas ici. Puis, ils ont des points intéressants là-dedans, mais le problème que j'ai là-dedans, c'est de voir que ta vie, supposément, ici, puis le travail, c'est deux choses qui sont séparées. En réalité, ta vie, c'est le travail, pas complètement, mais on s'entend que un bon 60% de ta vie va être dépensé au travail. Que tu l'aimes ou tu le veux pas. Oui, mais c'est pas ça la question. Toi, quand tu as engagé ce courtier hypothécaire-là, tu l'as-tu engagé en termes de travailleur autonome ou en termes d'employé? Ça dépend. Il y a les deux. Mais encore là, si tu es travailleur autonome, puis comme toi tu es en train de me dire, mais comme quand on parle de combien d'heures que tu veux investir, moi, je veux une vie personnelle, mais ton travail, c'est pas ta vie personnelle, c'est séparé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux plus de temps personnel. OK, mais tu veux du temps personnel. OK, mais pourquoi le travail devrait pas... On a comme une conversation malsaine envers le travail dans la société en général. Oui. On voit le travail séparé de la vie personnelle. Mais si ton travail, c'est pas du travail... Oui, si ton travail, mettons, je te dirais, ton travail, là, mettons, dis-moi quelque chose que tu aimes le plus au monde. Vite. L'immobilier, investir. Ben là, c'est un mauvais exemple parce que ça fait partie de ton travail. Oh mon Dieu. Donc, disons, on va prendre quelqu'un qui aime danser. OK. Mais qui travaille comme comptable. OK. Puis, elle aime pas sa vie. Elle dit, elle aime pas son travail. Elle dit, moi, j'aimerais avoir plus de temps pour danser. Puis, tu sais, c'est mon travail me tire vers le bas, etc. Mais si je lui dis, mais ton travail, là... Si ton travail, c'était de danser, ben, je pourrais travailler 90 heures par semaine, ça serait pas le travail. Pas le travail. Donc, lorsque que ce soit jeunes ou plus vieux, commencent avec « moi, je veux une vie personnelle », je leur dis « écoutez, peut-être tu travailles dans le mauvais domaine. Parce que si tu vois ton travail comme quelque chose séparé de ta vie, ben on va avoir un maudit problème plus tard. Là. Tu vas frapper un mur solide. Puis je sais que là, les gens disent « ah, ben là, Ryan, tu sais, on peut pas toujours choisir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. » Ah oui? Really? Mais ça, c'est intéressant que tu dis ça parce que c'est ces genres de conversations et de manière d'être. Tu sais, on parlait de manière d'être tantôt. Comment tu penses que tu vas être si ça te tente pas d'être là? Ouais. Ça commence pas bien, là. Ça commence pas bien. Juste parce que quoi, tu veux faire de l'argent? L'argent est un symptôme d'amour pour qu'est-ce que tu fais, pas le but ultime. Puis ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose que les gens doivent comprendre pour vraiment avoir du succès, que ce soit dans n'importe quoi. Success is a symptom, not a goal in itself. Oui, mais c'est pas juste ça. On a décidé d'être travailleur autonome, d'avoir une entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire, Ryan, d'avoir une entreprise? C'est je dois faire des sacrifices. Peut-être que je vais manquer le souper avec mes enfants, mais c'est le choix que j'ai décidé de faire. Effectivement, oui. Tu comprends? Mais pourquoi c'est un sacrifice? Non, ça dépend. Ouais. Je vais te donner un exemple concret. Mon frère, il a son entreprise de transport. OK? Mais le transport, Ryan, t'es tout le temps sur la route. Tu fais des longues distances. Ouais. Mon frère, il a des enfants en bas d'âge, des bébés. Ouais.
qu'est-ce que tu penses qui arrive? Lui, maintenant, quand il sort, là, pour lui, là, c'est Colin, je fais un sacrifice. Le sacrifice de pas voir mes enfants grandir. Ouais. J'aime ce que je fais. Ouais. Ça enlève pas que j'aime ce que je fais. Ouais. J'adore ce que je fais. Ouais. Mais Colin... Ouais. Et là, t'es rendu à comme faire un choix. Mais moi, j'ai dit, oui, mais chérie, tu le savais quand t'as quitté ta job. Effectivement. Mais c'est sûr qu'il y a des exemples qu'on peut sortir comme ça. Que c'est sûr que j'aimerais être avec ma fille 24 heures sur 24. Peut-être pas 24 heures parce que des fois, ça prend un break. mais 23 heures sur 24. Puis que j'ai un nouveau garçon qui s'en vient. Puis c'est sûr, mais en même temps, on peut pas tout avoir non plus parce qu'on a 24 heures puis je peux pas me multiplier dans 16. Mais pas tout avoir, ça veut pas dire que j'aime pas qu'est-ce que je fais. Il y a une différence. Ouais. J'aime ma fille, j'aime mon travail, mais je peux pas être avec ma fille et en train de travailler en même temps. Je peux pas jouer au hockey et être avec ma fille en même temps. Ça prend des choix. Donc, on peut regretter que nos choix qu'on aime quand même font que, oui, je manque quelque part d'autre. Ça, c'est une autre conversation de j'haïs mon travail, je suis désengagé, je fais ça pour rien. C'est pas la même chose, là. Donc, il faut pas mélanger le fait que, oui, on va avoir des regrets parce qu'on peut pas tout avoir. Là. Je peux pas être à la game de hockey avec ma fille, en train de travailler, puis en train d'être à Maui sur une plage tout en même temps. Oui, mais le courtier hypothécaire là, qui a passé l'entrevue avec toi, puis qu'il a même pas encore commencé, là, il sort de l'école. Ouais. Tu penses qu'il aime pas sa job? Ben, quand il dit que... Mais si tu commences déjà avec le setting que moi, là, je veux vraiment avoir une vie personnelle, puis c'est correct. Mais pourquoi on est en train de parler de ça? Il y a personne qui t'a dit ça, que t'allais pas avoir une vie personnelle. Mais si t'as déjà la pensée et la vision que ma vie est ici, mon travail est là, puis je veux vraiment faire le moins de travail possible parce que je veux vivre. Mais... ben peut-être t'es dans le mauvais domaine. Parce que ton travail devrait t'allumer et te rendre plus vivant, plus more alive, not less. Je suis d'accord avec toi. Mais face à ça, est-ce que toi, tu leur demandes c'est quoi qu'ils aimeraient comme objectif? Ben oui. Chiffre d'affaires, non. On n'est pas dans les chiffres. Moi, je suis pas dans les chiffres. Non, jamais? Non, ben pourquoi? Les chiffres est un symptôme de faire les bonnes choses. Je comprends, mais pourquoi je te dis ça? À un moment donné, je me suis pognée avec une collègue qui a la même conception là, du courtier que tu devais engager. Elle est courtier immobilier, mais elle va avoir du temps pour elle. À 8 heures, plus de visite, faut que je sois à la maison. Puis là, j'ai dit, OK, mais tu veux faire combien comme chiffre d'affaires? Elle me dit, moi, marchand, je veux faire 200 000. Je suis comme, d'accord. Les courtiers, là, Ryan, qui font 200 000, là, à 8 heures, ils ne sont pas couchés chez eux en train de dormir. Tu comprends ce que je veux dire? Peut-être. Non, mais en tout cas, pas dans les débuts. Pas dans les débuts. Ça serait plus difficile, mettons. Exactement. C'est pas impossible, mais on s'entend que y a une corrélation directe entre nombre de temps investi et succès. Je suis d'accord avec ça. Tu comprends? Parce que je trouve que des fois, nous, ma génération, on veut faire de l'argent rapidement, on veut avoir la belle vie que le courtier qu'on regarde, mais excuse-moi, ça vient avec des sacrifices, ça vient avec un choix. Tu comprends? C'est avec un choix, oui. Mais c'est ça. Oui, effectivement. Tu peux pas tout avoir en même temps, tu comprends? Non, tu peux pas tout avoir en même temps, puis il y a des choix, effectivement. Mais ben oui, je suis d'accord avec ça, que si quelqu'un dit que moi, je veux faire 200 000 par année, mais je veux juste investir 5 heures dans la business, je vais te dire, écoute, ben, ça dépend. Tu veux vivre jusqu'à quel âge? Parce que tu pourrais te rendre, mais c'est comme n'importe quoi. Si je veux devenir athlète olympique, il va falloir que je mette du temps. On s'entend de l'entraînement. Si tu mets pas le temps, tu n'y arriveras pas. Donc, tu sais, il faut que... tu sais, il y a une chose de dire qu'est-ce que tu veux, puis il y a une autre chose de faire les actions qui vont t'enligner vers ce but-là. Exactement. Donc, en fait, qu'est-ce que j'essaie de communiquer en général en affaires, c'est que il n'y a pas... There's not one way. C'est une conversation et un genre de négociation continuelle avec soi-même pour voir qu'est-ce qui est plus important en ce moment, puis comment développer tout ça. Puis, écoute, moi, je suis le premier à vous dire que j'ai travaillé là, des heures et des heures et des heures et des heures, beaucoup plus que la plupart des gens, puis probablement, c'est une des raisons que j'ai eu le succès que j'ai eu. Exact. Oui. Mais c'était un choix et jamais je trouvais que je sacrifiais ma vie. Quelque chose. Okay. Jamais je me disais... Oh my God, ça n'a pas de sens. Je peux pas travailler comme ça. Je ruine ma vie. I'm missing life FOMO. Là. Parce que je me sentais pas comme ça. J'aimais qu'est-ce que je faisais. Puis je me sentais pas que I was missing out somewhere else. Puis, tu sais, à la base, si quelqu'un se sent comme ça vis-à-vis son travail, ben peut-être
t'es pas dans le bon domaine. C'est juste ça que je suis en train de dire. Ben, pas juste dans le bon domaine. T'es pas fait pour avoir une entreprise, être travailleur autonome, tu comprends? Ben, peut-être, ça dépend, parce que peut-être tu peux créer une autre entreprise que tu vas vouloir travailler 80 heures par semaine. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça existe. Donc, tu sais, les choix sont... C'est vrai. En 18 ans, j'ai vu des business les plus bizarres que tu peux imaginer. Des affaires qui fabriquaient. J'étais comme, il y a une business pour ça. Donc, tu peux inventer, tu peux littéralement, c'est ça la beauté, en langage et en réalité, inventer ta vie. Donc, puis je finirai là-dessus, j'imagine, c'est que si tu peux inventer ta vie littéralement from scratch, mais invente la vie que tu vas aimer et que tu vas être engagé continuellement. Puis, don't sacrifice your values pour aller dans un domaine que tu peux pas juste faire de l'argent. L'argent, là, tu vas faire de l'argent n'importe où que tu vas travailler si tu es engagé et que tu mets de l'amour comme si c'était pas du travail. Ouais, c'est vrai. À part ça, you're going to be in the rat race. Tu vas juste travailler, tu vas peut-être être bon, mais tu vas frapper un mur à 40-45 ans que ça te tentera plus. Puis on s'entend que tout le monde va se fatiguer. C'est normal que, mais là, en ce moment, ça me tente plus de travailler. Même moi, je me sens comme ça des fois. J'aime le hockey, mais si tu me demanderais de jouer 80 heures par semaine au hockey, probablement à la 75e heure, je te dirais, ça me tente plus de jouer, même si j'aime le hockey profondément. Donc, c'est normal d'être fatigué, mais don't confuse la fatigue avec le désengagement. Là. C'est normal d'être fatigué de dire ça me tente plus de travailler. C'est correct. Là. T'aimes ton travail, mais t'es fatigué en ce moment. C'est correct. J'aime courir, mais je vais pas courir 4 heures à chaque jour. C'est normal d'être fatigué, mais ne mélange pas la fatigue avec le désengagement. C'est deux conversations complètement différentes. Les gens mélangent. It gets confusing. T'as raison. Trop de TikTok. Débattre de TikTok. 15 minutes par jour maximum. Ah, mon Dieu! On peut mettre les gens peuvent mettre des settings là, sur leur téléphone. Ça bloque après 15 minutes, puis regardez la vie qui se passe en avant de vous au lieu d'être sur votre téléphone. Non, t'as raison, mais on n'a pas la même âge. Toi, t'as quel âge, Ryan? J'ai 41. Au moins, t'es pas gêné de le dire. Parce que nous, les Haïtiens, des fois, on veut pas dire notre âge. Non, j'ai 41. J'ai pas de problème. Mais t'es encore jeune, Ryan, là. Je sais pas, c'est subjectif. Hein? Mais tu me dis, ça fait 18 ans là, que t'es quand même courtier hypothécaire. Effectivement, Quand même. Fait que ça veut dire que toi, avant, t'as pas vraiment beaucoup d'expérience en termes de salarié ou est-ce que tu travaillais pour quelqu'un? Très peu. J'ai travaillé pour Wawanesa et la banque CBC. La banque CBC, c'était mon dernier travail avant que j'embarque dans le courtage pour une division de la CBC initialement. Donc, j'ai même pas parti de la CBC complètement. J'ai gradué comme actuaire. Puis ça une job plate, ça? Juste le nom actuaire. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui m'a intéressé à la fin. J'ai décidé d'aller dans quelque chose avec plus de communication, où est-ce que je pouvais choisir mes heures. Donc, tu sais, même moi, comme quand je dis que, écoute, j'ai étudié, j'ai stressé, j'ai vomi pour des années pour traverser mon degré universitaire pour avoir le degré d'actuariat. Puis, j'ai décidé après authentiquement que, tu sais, ça m'intéressait pas. Puis souvent, les gens vont dire quelque chose, puis ma mère, que t'as fait tout ça. T'as fait tout ça pour devenir courtier hypothécaire. Ben oui, je vais essayer ça parce que, tu sais, il faut pas avoir peur de faire qu'est-ce que ton cœur t'a dit de faire ou d'essayer des choses. Parce que si j'aurais pas essayé des choses, je serais pas ici aujourd'hui. Puis ça inclut plein de choses, vraiment. Puis notre podcast, on pourrait parler pour 2 heures, mais j'ai même pris un 6 mois de congé de mon degré universitaire pour aller pour un show de reality TV. Là. Ah ouais? Ouais, pour 6 mois pour danser. Là, t'es pas sérieux? Ouais, un genre de striptease, genre de... Si j'écris ça sur Google, je vais tomber sur ça? Ben, moi, je vais pas dire le nom, mais je vais laisser aux gens qui écoutent d'essayer de le trouver. C'est un genre de American Idol pour Chip and Dale là, quand j'avais comme 19 ans. J'imagine que t'étais même pas payé en plus. Non, c'est ça gratis, par passion. C'était un trip. Ils m'ont volé à Toronto. J'étais là pour couple de mois, tout payé. Puis écoute, c'était un embarrassment pour ma mère. Mon père trouvait ça bien drôle. Puis je suis revenu après, puis j'ai fini mon degré. Mais tu sais, encore là, faut pas avoir peur de vivre des expériences. Puis après ça, de retrouver le chemin de où est-ce que tu veux aller. So there's not one way to get to a place. There's a lot. Est-ce que tu dirais ça aussi à tes enfants? Absolument, fondamentalement. Ils auront le choix de faire qu'est-ce qu'ils veulent, mais ils auront j'ai vécu des conséquences, puis il faut qu'ils vivent les conséquences. Quand tu vis pas les conséquences de tes choix,
c'est littéralement la définition en anglais, on dit entitlement. Donc, tu sais, ma fille, tu veux aller faire ça, mais vas-y. Mais, tu sais, c'est pas moi qui va te le payer, puis c'est à toi de faire tes choix. Tu sais, c'est... ownership ou d'être propriétaire de tes choix et de tes décisions. Tu veux aller à l'université, ben tu vas payer ton université. Moi, j'ai payé mon université. Donc, puis parce que je trouvais que ça valait la peine de le payer moi-même. Donc, parce que si je vais investir dans un degré universitaire, mais ça doit valoir le sacrifice, d'en plus d'étudier 20-30 heures par semaine, de travailler 40 heures pour la payer. Donc, si vous trouvez que ça vaut pas la peine, ben peut-être ton degré universitaire, il vaut pas la peine. Peut-être que tu devrais faire autre chose. OK, Ryan. Donc, ça veut dire que malgré aujourd'hui, tu aurais la capacité de payer les études, tu le ferais pas? Non, pas moi. Mais on va discuter avec ma femme parce qu'encore là, comme je te disais, mais ma femme, Karine, est très au courant de mon opinion là-dessus. Selon moi, tu devrais payer ton degré universitaire. Mais tu vois, moi, je vois pas les choses comme ça. Moi non plus. Les parents le payent pour leurs enfants, puis c'est correct, là, c'est des choix de parents, puis je vais jamais juger un parent, c'est aucun problème, mais je te dirais que si ton enfant doit travailler pour payer tout son degré, acheter ses livres, sinon, ils vont pas passer, je vous promets que ton enfant va penser 2 fois avant de couler un examen. Ton enfant va penser 2 fois avant de pas étudier assez et de manquer un semestre ou de pas travailler assez l'été pour avoir la responsabilisation de payer qu'est-ce qu'elle doit payer. C'est pas une question de leur faire forcer à travailler, c'est une question de leur responsabiliser que c'est possible de travailler et payer le degré universitaire. Je sais, je l'ai fait. Donc est-ce que c'est l'idéal? Non. L'idéal, ce serait que ça coûte rien puis on vit tous dans un monde Adam and Eve, là, puis c'est beau, là, mais on vit pas. We don't live in that world. Donc, si tu travailles fort pour t'acheter quelque chose, tu as la reconnaissance de la valeur de cette chose-là. Parce que tu as mis tellement d'efforts pour l'avoir, tu vas prendre soin, tu vas faire attention, parce que it wasn't something that was given to you. N'importe quoi qui est donné peut, pas nécessairement toujours, mais peut amener à un peu de neglect parce que tu ne l'as pas mérité autant que si tu as travaillé, investi et sacrifié pour l'avoir. Donc, j'essaie de garder ça en tête tout le temps quand on parle de ma fille ou de mes enfants. Ça se peut qu'ils vont m'haïr quand ils ont 18 ans ou 20 ans. Mais j'avais à ce point-là, je pense pas, parce que moi, personnellement, mon frère, pour l'avoir vécu avec mon père, là, il y avait la possibilité, puis lui aussi, c'était comme ça, il voulait pas. Moi, je suis arrivée au Québec, mon père m'a juste droppé, arrange-toi. Ben, vous avez la chance que je vous ai donné un toit, etc. Ben, le reste... Ben c'est ça, exactement. Là. Puis déjà, s'ils vont être plus confortables, j'ai vécu quand même dans une situation assez de moyens assez limités quand j'ai grandi. Ma mère était seule. Moi, mes parents étaient divorcés. On va pas rentrer dans les détails, mais c'était pas mal ma mère qui a pris soin de moi à un jeune âge. Il n'y avait pas beaucoup d'argent disponible. Ouais. Donc, tu sais, tu vis un peu l'expérience de ça. Puis ça te garde humble plus tard. Puis, tu sais, ma fille, c'est sûr qu'elle ne vivra pas ça parce que c'est sûr qu'elle va vivre dans un environnement, elle va vivre dans un environnement à l'aise. Ouais. Mais sachant ça, il va falloir qu'on challenge. Moi, je challenge mes enfants d'une autre manière, sachant que, tu sais, ils vont jamais manquer rien. Quand ils arrivent en bas le matin, ça va pas être moitié lait, moitié eau dans tes céréales. Ça va être du lait ou du lait d'avoine pour ceux qui sont plus vegan. Mais le point, c'est que s'ils veulent quelque chose, plus jeune, ça va être là. Il n'y aura pas de « Ah, mais ce soir, malheureusement, il y a juste ça pour manger. » Donc, il n'y aura pas cette expérience-là. Je pense pas que c'est nécessaire de toute manière, mais de recréer un certain de « be grateful », c'est important. Parce que being grateful de qu'est-ce que tu as et de ça vient avec la capacité de sacrifier pour aller chercher qu'est-ce que tu veux après. Mais tu vois, moi, je le voyais plus dans le genre « Ah, mes parents m'ont fait vivre ça, je le ferai pas vivre à mon enfant. » Tu comprends? Il y a de ça aussi. Je suis comme, non. Oui, mais il y a des choses que non. Il y a plein de choses que je peux donner une liste de choses que j'ai vécues, que je dis ça, oui, ça m'a formé, mais on pourrait skipper ça pour ma fille, c'est correct. Là. Mais tu sais, il y a quand même certains aspects que, tu sais, c'est compliqué. Là. Mais, puis encore là, il n'y a pas de bonne réponse. Tout le monde, les gens vont nous écouter, puis il y en a la moitié qui vont dire, puis l'autre moitié va dire, c'est intéressant. There's no right answer. Il n'y a pas de bonne réponse ou mauvaise réponse. Il y a juste une conversation continuelle et qui se développe et que tout le monde essaie, tout le monde garantit essaie de faire le mieux qu'ils peuvent. Puis ah non, absolument. Puis tu sais, même le raisonnement que tu m'amènes, honnêtement, là, je suis comme...
wow, tu sais, c'est quelque chose, là, parce que tu l'amènes avec une profondeur, avec un vécu aussi, d'ailleurs. Puis tu le dis toi-même, ta conjointe est peut-être pas nécessairement d'accord avec ça, mais vous êtes capable d'échanger. On en discute, c'est ça. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est ça. Mais comme je te dis, ça dépend de ton bagage, ça dépend de ton passé, etc. Mais moi, je me verrais pas faire ça. Puis c'est correct, c'est ça. Comme non, genre, moi, j'ai pas eu cette opportunité-là. Fallait que je paye toutes mes affaires. Aujourd'hui, ben, je travaille fort pour donner ce que moi, j'ai pas eu, tu sais. Puis c'est bien correct. Mais juste le fait qu'on est capable de parler, puis t'écoutes un point de vue, moi, j'écoute ton point de vue, puis après, tu ramènes ça à la maison, tu considères. c'est souvent, au lieu d'être boqué sur c'est absolument ça, ben... T'sais, la façon de voir les choses doit évoluer tout le temps. Puis absolument. Je pense qu'en business, puis pour les jeunes, il n'y a pas de absolu. Il y a juste... C'est vrai. Il y a juste qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas pas faire. Puis après ça, le résultat que ça l'a amené. Est-ce que tu as aimé le résultat? Oui, non. Sinon, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Si oui, parfait, on continue. Continual adjustments. C'est vrai. Puis, Ryan, moi, je finis toujours cette question-là. Je finis toujours par poser cette question-là à mes invités. Est-ce que tu as investi en immobilier? Est-ce que tu as des immeubles? Oui, j'en avais plus avant, moins maintenant. Simplement parce que c'était une question de rentabilité. Mettre plus de temps dans la business, le rendement était simplement supérieur. Donc, j'avais pris une décision à un moment donné de me débarrasser de à peu près 4 ou 5 immeubles. OK. Il m'en reste aujourd'hui. J'ai un duplex qui me reste. J'ai un condo commercial, une bâtisse commerciale. Que tes bureaux sont là. Oui, exact. Ah, OK, cool. C'est ça. J'ai des terrains. J'ai d'autres projets aussi. Là. J'ai plein de projets. Cool. J'ai un terrain. J'ai une érablière. Je produis des sirops d'érable annuellement. Avec 2 partenaires. Arrête! Siropdunord.com. Et puis... c'est cool! Vente de sapins de Noël. Donc, on a un grand terrain. Sérieux? Oui. Donc, j'ai plusieurs autres entreprises que j'ai investies et que durant les années, il y en a qui ont eu du succès, il y en a d'autres que moins, puis c'est normal. Tu prends des chances sur des gens, puis des fois, tu crois en eux, puis des fois, ça marche pas parce qu'ils ont bien fait ou mal fait, juste parce que c'est ça la business. Des fois, sometimes it works, sometimes it doesn't work. Mais en ce moment, non, les rablières, c'est bien le fun. Puis cool. d'autres investissements en technologie aussi là, donc différentes choses maintenant. Non, mais ce que je trouve nice, c'est que tu aurais pu te concentrer, mettons, juste sur l'immobilier, j'achète des immeubles, mais non, tu as décidé d'aller au-delà de ça, de y aller peut-être avec de la passion, des trucs qui t'intéressent aussi, j'imagine, peut-être aussi. Je suis allé avec la vie. Donc, je suis très, tu sais, quand tu fais des bonnes choses, des opportunités arrivent, puis c'est une question d'écouter et de voir quand ça arrive. Souvent, les gens voient pas, ils ont du tunnel vision, ils voient pas les opportunités qui arrivent en avant d'eux. Puis c'est de reconnaître que possiblement il y aurait quelque chose ici ou non. Aujourd'hui, l'hypothèque reste encore mon travail revenu principal, mais ça, je sais pas si ça va être la réalité dans 2-3 ans. C'est de moins en moins. Ça prend de moins en moins de rentabilité versus les autres compagnies. Puis c'était ça que je voulais. Éventuellement, je voulais voir à rebalancer ça, puis avoir à faire autre chose. Donc, on va voir. Fait que ça veut dire peut-être dans 5 ans, si je t'appelle, tu vas être dans d'autres projets, là. Je te dirais que peut-être probablement. Puis je l'ai dit à mes employés puis à mes partenaires que je ferais pas ça pour... je vais faire ça jusqu'à temps que je le ferai plus. Ça, c'est ma réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Je vais le faire jusqu'à temps que je le ferai plus, puis jusqu'à temps que ça va me tenter de faire autre chose. Puis jusqu'à date, je suis très content encore, mais ça fait quand même 18 ans. Donc, on y va une journée à la fois, puis c'est ça. Puis là, normalement, je suis comme toute chose, normalement, je finis toujours avec cette question-là, mais j'en ai une qui me vient en tête. Puis on finit avec ça. Pas trop. Là, tu sais, le marché en ce moment, il est très changeant. C'est quoi le conseil que tu aurais à donner à un premier acheteur qui veut s'acheter une propriété, qui n'a pas le gros salaire? Parce que la réalité, c'est que la moyenne des Québécois et Québécoises, là, le revenu moyen, là, c'est quoi? 45 000, 55 000? Oui, je pense entre 45 et 55, En ce moment, Ryan, un client vient te voir seul, il te dit, j'ai un revenu de 50 000, il n'y a rien qui peut acheter, là. On s'entend, là. Effectivement. OK? Donc là, c'est de dire, OK, moi, je suis dans une position que... Puis des fois, il y a des gens, il faut vraiment qu'ils soient propriétaires.
OK, j'ai des enfants, je suis monoparentale. Le loyer que je paye à Montréal fait juste aucun sens. Ou tout simplement, mon propriétaire décide de m'expulser dans l'appartement que j'étais, que je payais pas cher, puis là, de me relocaliser. Puis quand je regarde, je vois que c'est cher, ben je me dis, ben, vaut mieux que je sois propriétaire, tu sais. Mais ce que je trouve tough en ce moment, puis je le dis souvent, c'est que c'est la classe moyenne qui est vraiment pénalisée. Que ce soit avec la hausse des taux d'intérêt, puis au-delà de ça, les banques, ils serrent la vis aussi beaucoup, là. Effectivement. Tu sais, c'est la question. Il y a beaucoup à décomposer là-dedans. Et puis, écoute, on rentre dans les politiques gouvernementales, on rentre dans des politiques bancaires, on rentre dans les qu'est-ce qui est important pour les familles, pour les individus. Tu sais, à la base, là, OK, je vais répondre ça en 3 volets. Puis c'est important. Garde ça, là, c'est important. Le premier volet, c'est le côté... on va y aller avec le côté gouvernemental pour commencer. OK. Là, on parle au niveau politique national ou local, les gouvernements doivent prendre des choix et investir dans l'immobilier pour rendre le logement plus abordable. Donc, comment faire ça? C'est très simple, ça prend plus de logements. Ça en prend plus de logements et 2, des logements qui sont construits différemment. Je m'explique. Le urban sprawl là, ne fonctionne pas. Donc, le sprawl, ça veut dire de construire sur plus en plus de terrain parce que tout le monde veut leur cour arrière et tout ça. Là. Malheureusement, c'est juste pas quelque chose qui est viable ou possible à long terme. On doit repenser comment les villes sont construites et vraiment refaire ça l'urbanisme complètement, de 1. Et de 2, les gouvernements doivent investir massivement dans la construction de nouvelles unités New Starts au Canada. On a un déficit et une dette en New Start incroyable. C'est un problème depuis longtemps. Ils doivent enlever, rendre ça plus facile d'obtenir des permis de construction et, d'un autre côté, régir et contrôler de manière la qualité de la construction et régir ce domaine-là qui est un domaine complètement non régi, on va dire ça. Non, c'est du gros n'importe quoi. C'est les manques de qualité. Temps, moi, je le dis tout le temps, là, le gouvernement puis la ville, ça fait bien son affaire. C'est ça la réalité, là. En ce moment, là, c'est ça la réalité, parce que... Ben, le plus que tu construis, le plus de revenus de taxes que tu vas recevoir. mais c'est parce que, effectivement, oui, mais tu sais, on peut rentrer dans le pourquoi, mais la réalité, c'est que si tu veux rendre l'accessibilité aux gens plus facile, il doit avoir vraiment un investissement incroyable. Donc, je dirais à tous les gens, quand ils votent, de commencer à considérer de voter moins pour qu'est-ce qui est... Parce que les gens, on vote en ce moment pour toutes les promesses qu'on se fait donner, là, qu'est-ce qui est mieux pour moi, qu'est-ce qui est mieux pour moi. Il faut commencer à peut-être voter de manière très différente et d'accepter et que les partis politiques commencent à dire la vérité aux gens, là, parce que là, en ce moment, c'est du n'importe quoi tout le temps. Puis à la réalité, tout ce qu'ils disent, ben c'est... S'ils le font, là, c'est pas viable, c'est pas possible. On vit plus dans ce contexte-là mondialement. C'est un immense problème. Donc, mettons ça de côté parce qu'on rentre en politique, mais il faut que le gouvernement fasse ça. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est que, la première chose, c'est d'être préparé. Tu es un premier acheteur, c'est pas de l'individu, c'est d'être préparé. Donc, si tu veux acheter une propriété, ça prend quoi comme revenu? Ça prend quoi comme mise de fonds? Ça prend quoi comme situation familiale? Si tu as 18 ans, tu as 20 ans, tu as 22 ans, tu as 24 ans et tu as un but d'acheter dans 2, 3, 4 ans, fais-toi préqualifier et rencontrer un professionnel maintenant. Attends, qui va me rencontrer 2 ans avant que j'achète? Nous, on le fait. Si on a de la place. Mais on le fait. On ne refuse pas un client pour ça. Et la raison, c'est que ce type de client-là, c'est là où est-ce que tu veux préparer le dossier des années en avance et dire aux gens la réalité. Voici le salaire que tu vas avoir besoin. Voici les revenus que tu vas avoir besoin. C'est ça, les normes peuvent changer, mais c'est à peu près ça. Et le plus que tu es au courant de comment ça marche, le plus que tu peux prendre des choix basés sur ton but, où est-ce que tu veux aller. Penser que tu vas juste acheter une propriété et que it's due to you parce que moi, je veux être propriétaire, eh ben on n'avance pas, là. Non, mais je comprends, Ryan, mais... Je suis auxiliaire familiale, là. Je fais 50 000 par année en commençant. Mon salaire, il changera pas, là, Ryan, là, d'ici 2-3 ans. Là. Non, tu seul, tu seras pas capable. 50 000, là. Donc, tu dois penser outside of the box. Donc, si on regarde dans les villes qui sont plus saturées, Vancouver, Toronto, mais les gens achètent ensemble. Il y a 2-3 familles qui vont acheter ensemble une maison. Mais là, écoute, comme c'est soit ça ou tu acceptes que tu n'achèteras pas. Puis ça, c'est correct.
Parce qu'il y a des choses que, tu sais, non, it's just not possible. Comme les maisons, ça devrait pas être comme ça, mais c'est la réalité. Est-ce que toi, tu vas t'acheter une Porsche? Maintenant, on dit à un client, mais non, je vais pas m'acheter une Porsche. Ben, ça se peut qu'une maison, pour toi, c'est une Porsche. Ouais. C'est juste pas accessible. C'est pas correct. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ça devrait être plus abordable. Il doit y avoir des programmes pour faciliter, notamment pour la classe moyenne, l'accession et limiter et rendre très difficile pour les gens qui ont plus d'argent l'achat de la propriété. Pas la première, mettons, parce que tu veux vivre dedans, mais les immeubles à revenus, les chalets, les achats de condos à location court terme que les gens peuvent se permettre. Tu sais, moi, je pourrais me permettre d'acheter 5 condos à location court terme. Puis moi, je garde ça. Puis si c'est pas loué, c'est juste là, vide. Parce que je peux me le permettre. Mais ça a un impact sur l'accessibilité aux gens parce que là, ces propriétés-là sont pas disponibles. Donc, naturellement, ça crée un manque d'offres sur le marché. Donc, ça augmente les prix. Donc, c'est un problème. Absolument. Ça doit être extrêmement difficile, voire sur la ligne d'impossible, d'acheter des maisons, selon moi, des maisons résidentielles. Si tu es investisseur. Tu veux acheter un 6, 8, 10 logements, c'est différent correct, parce que c'est correct. Des single units, des duplex, là, tu devrais limiter ça à 1 ou 2 là, par personne. Sinon, c'est du cash. Parce que le problème, c'est que tu rends ça plus difficile d'accéder à la propriété par définition. Il y a beaucoup de gens qui vont te compte ce que je dis, mais c'est juste la seule manière. Là, mais tu sais, c'est free market controls, puis like anti-capitalistic positions. Tu sais, c'est sûr que c'est compliqué. Là. Donc, je comprends. Mais de te préparer en avance et de voir, mais OK, ça va pas être possible pour moi, mais si je me trouve un copain, un conjoint, conjointe, tu sais, partner, life partner, comme tu veux l'appeler, un ami qu'on va acheter ensemble. J'ai des clients qui achètent en ami maintenant, se sont séparés, puis on achète en ami, ils investissent ensemble pour vivre ensemble. Il n'y a pas de manière. There's no absolute way. Si tu veux acheter, il y a une manière d'y arriver. La question, c'est que est-ce que tu le veux assez que tu vas faire les sacrifices requis? Sinon, si tu veux dire non, moi, je veux la maison 5 chambres avec 2 autos, avec un terrain de 6000 pieds carrés à Blainville. Look, tu sais, puis moi, je veux m'acheter un hélicoptère privé pour aller faire du heli-ski dans le milieu du Pacifique. Dans le sens que, OK, mais il y a une réalité à accepter. Et à bâtir. Mais il faut commencer ici avant de te rendre là. Il faut commencer avec rien pour bâtir quelque chose. Puis, si moi, j'ai commencé avec rien, littéralement rien, ma sœur aussi, c'est possible de monter l'échelle. C'est une question de sacrifice et de volonté. Puis, oui, ça va pas être facile. Tu vas frapper des murs, puis tu vas pleurer des fois, des nuits, où est-ce que tu vas te dire, what am I doing? Mais you know, how bad do you want it? How bad do you want it? And then make the sacrifices. Donc ça, c'est du côté individuel. Et finalement, du côté bancaire. Le côté bancaire, ça, c'est compliqué parce qu'il y a le gouvernement qui essaie de limiter les banques au niveau du risque pour tenter de protéger le marché contre des crises. Je comprends. Puis il y a des banques qui essaient de vouloir faire de l'argent aussi. Tu sais, les banques, souvent, les gens disent « Ah, les banques sont trop strictes ». Je vous rappelle que les banques, c'est pas vraiment les banques qui sont trop strictes. C'est l'encadrement des banques qui est très, très rigide, qui fait que la banque, elle n'a pas le choix, elle doit rencontrer les normes du BCIF au Canada par rapport aux prêts hypothécaires. Puis les normes qui sont en place, c'est leur interprétation des normes en place. Donc, est-ce qu'une banque serait beaucoup plus ouverte à donner plus d'argent et faire plus d'argent? Absolument. C'est une compagnie qui veut faire du profit. Mais est-ce que des fois, il faut leur limiter parce que le profit, des fois, c'est une lumière qui les aveugle puis ils font des mauvais moves. La crise financière, par exemple, de 2008 aux États-Unis, la crise en ce moment en Europe, qui a l'air de se développer au niveau des obligations et liquidités. Est-ce que tu penses qu'on pourrait en avoir une au Québec, au Canada? Ça serait surprenant d'avoir une crise au Canada. Les banques sont très, très rigides, très, très liquides. On a traversé des crises financières depuis les 25 dernières années, puis les banques canadiennes ont toujours bien sorti. Oui, il y a eu des périodes difficiles, mais on s'entend là, difficile pour une banque canadienne. C'est subjectif. Donc, je ne serais pas trop inquiet avec le marché au Canada. Cela étant dit, je pense qu'on est au précipice d'un changement économique mondial, que le système économique qu'on connaît depuis 30, 40, 50 ans n'est plus viable. Et on commence à voir la fin du système économique et, je pourrais même dire, politique mondialement en ce moment. On voit
les irritants qui commencent à sortir et les trous. Là. Le bateau est en train de prendre beaucoup d'eau et le bateau coule. Puis est-ce que toi, ça te fait peur pour ton entreprise? C'est sûr que n'importe qui est entrepreneur a toujours peur. Pas peur, mais je dirais pas peur. Se pose toujours des questions. Il faut pas fermer les yeux, parce qu'il y en a beaucoup qui ferment les yeux. Non, on va être correct. Kodak, ça sort, mais c'est l'exemple que tout le monde utilise. Ouais. Mais tu sais, donc il faut toujours être réaliste et se dire la vérité. Et puis pas avoir un biais positif, là, un positivity bias pour dire c'est pas moi ça va pas m'arriver. Mais est-ce que je suis inquiet? Écoutez, je pense que en termes de courtier hypothécaire, il y a toujours un marché où est-ce que les gens vont avoir besoin d'un prêt, que ce soit pour un renouvellement, un refinancement de projet, achat. Est-ce qu'il va en avoir moins? Est-ce que ça va être plus difficile? Je pense que oui. Puis je pense à ce moment-là, comment tu peux te définir comme courtier hypothécaire, comme conseiller au niveau de la dette? C'est de donner des conseils, c'est de regarder et de ne pas être juste quelqu'un qui est transactionnel. On avait commencé avec ça. C'est ça, le taux d'intérêt est important, mais à part ça, quoi choisir, quand le choisir, c'est quoi les conditions à l'intérieur du prêt et c'est quoi les structures et les stratégies qu'on peut mettre en place pour que tu payes le moins possible sur 25 ans. Payer le moins possible sur 25 ans, c'est pas via le taux d'intérêt, puis c'est éprouvé recherche après recherche après recherche. Puis les gens pensent encore que moi, avec un plus bas taux, je vais sauver le plus d'argent sur mon amortissement. It's a falsity that is unbelievable. Ça veut pas dire de payer du 9%, là. Ça veut juste dire que il faut faire attention au taux d'intérêt, mais quand on est rendu au essayer de sauver 1,10 là, t'essaies de magasiner là, le 10 $ qui te reste là, quelque part, là, tu commences à sacrifier des choses à l'intérieur de ton prêt que tu ne connais pas peut-être puis qui risquent de te faire mal. Donc, avoir un bon conseiller, quelqu'un que tu trustes et que tu fais confiance sur longtemps, ça va vraiment aider. Même chose en immobilier, avoir un bon courtier qui va t'aider, t'encadrer, te donner la vérité, ça vaut la commission. Ça vaut la commission. Mais si la personne est juste là pour faire prendre des photos sur son iPhone du listing, puis ça se vend en 2 jours, puis s'empocher 60 000 $ de commission, mais je comprends pourquoi Duproprio existe. Là. On va se le dire. Là. Duproprio existe parce qu'il y a des gens qui ont pris avantage, qui n'ont pas livré une marchandise qui valait la commission. Puis il y a quelqu'un qui s'est dit, il y a un marché pour ça ici, donc on va le créer. Il faut pas, tu sais, comme courtier immobilier, il y a tellement qui bâchent sur Duproprio. Bien sûr. Bad idea. Tu devrais tellement travailler fort pour montrer comment que leur modèle, c'est pas pour le client. Et voici pourquoi. Ça, c'est la réponse. Pas de dire que, là, tu sais, les clients, ils n'ont pas de conseils. Je te dirais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de conseils des courtiers immobiliers aussi. Là. Donc, c'est pas la réponse. La réponse, c'est oui, ils n'ont pas de conseils, mais moi, j'ai des conseils, voici ce que je donne. Moi, voici ce que je vais faire pour toi et voici pourquoi je vaux ça. Et là, le client va choisir. C'est vrai. Simple. Donc, je pense que faut voir ces conversations-là. Donc, je sais pas si ça a répondu à ta question. Mais... Non, ça a répondu à ma question. Puis écoute, regarde, c'est clair que la classe moyenne, ils vont avoir à être créatifs, hein? Créatif, ouais. Parce que clairement, je pense que honnêtement, que ce soit revenu familial ou si tu achètes tout seul, faut que tu dépasses le 100 000, là, Colin, là, si tu veux acheter quelque chose de potable. Là, ou il y en a qui déménagent la famille. J'ai des clients. J'ai jamais financé autant de propriétés au Nouveau-Brunswick dans une année que cette année. Donc, est-ce que c'est une relocalisation? Mais je vais bouger ma famille. Écoute, est-ce que être propriétaire, c'est aussi important que tu es prêt à faire ça? Si la réponse c'est oui, there's your answer. Tu sais, la même maison qui vaut 900 000 à Blainville, tu achètes ça à Bathurst pour 325 000. Donc, tu sais, mais c'est Bathurst. Effectivement, tu peux pas tout avoir nécessairement. Donc, je suis né à Bathurst en passant. Donc, si les gens écoutent, il n'y a pas d'insulte à Bathurst, je suis né là-bas. Mais c'est juste pour vous dire que il y a toujours des solutions. La question est, est-ce que tu es prêt à accepter? Are you willing to accept the hard truth and the medicine? Puis si la réponse c'est non, tu peux toujours faire plus d'argent. Oui, mais c'est difficile ça. Oui, c'est difficile. Oui, change de domaine. Oui, mais là, j'ai 40 ans, je ne veux pas changer de domaine. Encore là, you shoot nails in your foot, tu te limites. Je ne peux pas changer de carrière. Pourquoi? Tu n'es pas la première ou la dernière de changer de carrière à 40 ans. Il y en a plein qui le font. Donc, est-ce que tu peux changer de carrière? Peut-être. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Qu'est-ce que tu pourrais Il y a une pénurie de main-d'œuvre. C'est le moment de considérer potentiellement un changement de carrière, peu importe ton âge, pour atteindre des buts que tu n'as pas eu avant. Parce qu'il y a des opportunités, retraining, n'importe quoi, mais don't limit yourself.
Everything is possible. C'est vrai, c'est vrai. All right, Ryan, merci beaucoup d'être venu. J'apprécie vraiment beaucoup. Puis, tu sais, moi, normalement, à toutes mes invités, quand ils sont d'une autre culture que la mienne, je leur donne toujours une bouteille d'Haïti. J'aime ça. Le rhum Barbancourt. Ah oui? Mais je l'ai oublié. Non! Fait que non, mais je vais te la faire livrer dans ton bureau, c'est clair, c'est sûr. Puis excellent. Tu m'en donneras des nouvelles. J'apprécie. Mais, tu sais, je me dis, bon, étant donné que t'es pas haïtien comme moi, je vais te faire goûter un peu ma culture. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup voyager. Puis c'est cool. en voyageant, en parlant à du monde qui est différent que tu ouvres ton esprit et tes horizons. Oui, donc, faut jamais être fermé. Puis j'apprécie de l'invitation et j'espère que l'information a pu aider tout le monde, mais aussi ta communauté, certainement. Oui, mais tu sais, comme je te dis, le premier but, c'était ça, mais après ça, je me suis dit, mais non, Marsha, tu sais, je vais pas me limiter nécessairement à ça, mais je l'avais fait parce que je trouvais que dans ma communauté, il y avait comme un peu de lacunes. Tu sais, les gens sont, puis peut-être tu vas me dire aussi les Québécois, mais ils sont bien dans leur confort, tu sais, dans leur mentalité. Moi, je te dirais que culture, je peux pas parler d'une culture ou non, mais je te dirais que il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là, que ça soit québécois. Mais en fait, je veux pas dire québécois parce que on s'entend s'ils sont ici, ils sont québécois. Bien sûr. Mais tu sais, que ça soit haïtien d'origine ou italien, peu importe, choisis, insère mot. Il y a beaucoup d'éducation à faire au niveau de toute la population par rapport aux finances, immobilier. Et le plus qu'on met de l'information sur le net, le plus qu'on parle, le plus que ces conversations-là peuvent commencer. Effectivement. Donc, je te félicite. Merci pour l'invitation. Merci. Good. All right. Merci.